elle ne connaissait rien dans ce domaine-là. Rien. Hein, Barbara? Oui. Raconte-nous. Vraiment, c'était fantastique. Parce que à l'étape 1, qui est toute proche, hein, eh bien, ça va être divisé par 2 et là, ils vont pleurer. Bonjour à tous, je m'appelle Julia Shishkina et aujourd'hui nous élargissons les frontières de notre diffusion pour aller au niveau international. Aujourd'hui nous accueillons Gilles Weber, ambassadeur des projets Solar Group, et son assistante Barbara Sakakina. Voilà, nous allons discuter tous les trois. Nous partagerons précisément les secrets des partenaires qui réussissent. Eh bien, évidemment, pour commencer, nous allons vous présenter. Déjà en tant que couple. Barbara était autrefois votre assistante. Maintenant, elle est votre épouse. Comment vous êtes-vous rencontrés? Bonjour Julia, en tout cas je suis ravi d'être là, d'avoir été invité dans ce podcast. Nous avons vu d'autres podcasts avec d'autres personnalités et aujourd'hui c'est un peu un honneur pour moi aussi et pour Barbara de pouvoir assister à ce podcast et puis de répondre à tes nombreuses questions. Alors, comment vous êtes-vous rencontrés? Alors, je crois que pour cette question, déjà la première réponse d'emblée comme ça, nous nous sommes rencontrés sur Facebook. Alors, c'est vrai que en tant qu'homme, on a toujours un petit peu des femmes qui vous demandent en ami sur Facebook et j'ai une tendance à éliminer systématiquement ces demandes. Et il se trouve que Barbara eh bien, portait sur son profil un chapeau. Et en fait, on avait l'impression que c'était une star des années 50 et je la voyais déjà dans un espèce de film, elle qui adore d'ailleurs la photographie. Et en fait, je pense que c'est Barbara qui va ensuite donner la réponse suivante. Comment est-ce qu'on a eu l'occasion de se rencontrer? Bon, sur Facebook, je faisais beaucoup de demandes, voilà, je faisais beaucoup de demandes et je suis tombée sur Gilles. Et Dieu merci, grâce à Dieu, il a accepté ma demande, mon invitation. Et c'est comme ça, on a commencé à discuter, on s'est présenté, on a commencé à discuter un peu chaque jour. On essayait de se connaître grâce à Facebook. Et un beau jour, il m'a fait la surprise à cause de ce chapeau-là. Et j'ai reçu le même chapeau que je portais sur mon profil par l'intermédiaire d'un de ses amis qui était dans ma ville, à Cotonou. Et c'est comme ça, j'ai pris ce chapeau et je l'ai porté, j'ai fait des photos avec ce chapeau et l'ami a envoyé les photos à Gilles. Et Gilles était très content, très heureux que j'ai mis ce même chapeau-là. Et voilà, et c'est comme ça, on a continué. Gilles a décidé de venir au Bénin et vraiment, c'était du ouf, quoi. Je veux juste écouter. C'est tellement beau. Si je comprends bien, c'était juste une communication dans le contexte d'une collaboration pour Solar Group? Oui, tout à fait. En fait, il faut comprendre que j'étais en tournée donc pour Solar Group pendant une quinzaine de jours en Côte d'Ivoire, qui est un des pays voisins. J'ai dit à la compagnie qu'il fallait absolument que j'aille faire une présentation au Bénin, à Cotonou. Bien évidemment, l'excuse, je l'avoue aujourd'hui, a été vraiment de voir Barbara et absolument pas quoi que ce soit d'autre. Bien que nous avons toujours la fibre de pouvoir travailler pour Solar Group et de faire des présentations. Mais cette idée était vraiment de rencontrer Barbara et j'y ai été et le courant est passé tout de suite. On dirait que Solar Group unit les cœurs. Oui. 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 Et voilà. Et ensuite, nous avons tout de suite programmé de faire une grande conférence au Bénin. Et je devais me rendre au Bénin au mois de mars. Et on est tombé absolument dans le Covid. Et j'ai attrapé le dernier avion qui partait de France. Il n'y avait plus personne dans l'aéroport, dans le bus. Il n'y avait plus personne. J'étais pratiquement le seul dernier avion. Et je suis arrivé au Bénin et j'ai fait ce qu'on appelle une quatorzaine. C'est-à-dire je suis resté pendant 14 jours enfermé avec des relevés qu'il fallait faire pour le Covid. Et nous étions dans la période du Covid et personne ne travaillait. Et les seuls qui ont eu l'idée de travailler, c'était moi et Barbara. Nous faisions des présentations dans les salons. Et lorsque nous avons fait ces présentations dans les salons, pour Solar Group, nous avons fait 80 présentations alors que rien n'était possible sur la planète entière, tout le monde restait chez soi. Nous, on a fait des présentations avec des masques, avec du gel et on a ainsi inscrit plus de 1200 personnes au Bénin sur Solar Group. Pour ceux qui ne le savent pas,
Gilles est la personne grâce à laquelle le projet Solar Group est devenu international. Alors, comment j'ai appris que le projet existait? En fait, je faisais partie déjà d'un projet de crowd investing auparavant. Et j'ai des amis africains, justement en Côte d'Ivoire, qui sont venus me présenter Solar Group. Et il y en a un parmi eux qui était un personnage qui venait souvent dans des présentations physiques sur place, et il se permettait de parrainer des gens un peu en douce. Et ce monsieur est venu me présenter Solar Group. Il m'a dit, tiens, regarde, là, il y a des gens russes, ils ont un nouveau projet. Et moi, je dis, oh, tu sais, je sais pas trop. Et puis c'est là que il a déjà commencé à inscrire une autre personne que je connaissais bien. Et à partir de là, ça m'a donné un déclic. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Il va parrainer toute la Côte d'Ivoire sous mes yeux, et moi, je ne serai pas là-dedans. Je vais absolument démarrer donc sur Solar Group. Et j'avoue que j'ai pris ça à cœur. Et bon, après, il y a d'autres choses qui se sont déroulées. Je suis venu en Russie, on m'a présenté à la direction, on a commencé à commencer à faire des ouvertures de pays, et à commencer par la France, parce que je suis toujours un peu le premier, hein. Je suis un peu le cobaye, mais un cobaye heureux. Parce que nous avons organisé déjà la France, mais ensuite il faut connaître un peu le contexte. La France, c'est pas vraiment l'idéal dans le domaine. J'explique qu'il y a des histoires de mentalité. En fait, le Français ou l'Européen, il a un peu beaucoup de choses déjà. Il a souvent un travail, il a souvent une maison ou un logement. Il y a des jolis lampadaires, il y a des belles maisons avec des couleurs, il y a des routes partout, les gens ils ont des voitures. En fait, le Français, quand on lui présente quelque chose qui permet d'être une opportunité, en fait, il met ça un peu de côté, il considère ça parfois un peu comme une arnaque. Et alors que le peuple africain a une toute autre mentalité. Il a une mentalité de gens qui ont toujours l'espoir d'avoir des jours meilleurs. Ils ont moins de choses matérielles. Et je pense que cet espoir de vouloir avoir quelque chose de meilleur chaque jour et de saisir une opportunité qui va leur permettre de l'avoir, c'est cette grande différence qui fait que les Africains ont les possibilités de saisir une opportunité lorsqu'elle se présente, de prendre le train en marche. Je pense que votre expérience sera utile à de nombreux investisseurs et partenaires qui souhaitent augmenter leur niveau. Comment avez-vous réussi à créer votre structure dans un pays aussi spécifique avec une mentalité très différente? En fait, la structure n'est pas spécialement volumineuse du point de vue des investisseurs français. Elle est surtout volumineuse en Afrique, à commencer par la Côte d'Ivoire, qui est aujourd'hui au top 10 des investisseurs dans le projet, et suivi par le Bénin, mais aussi le Bénin peut-être par une approche un peu différente, et peut-être un sentiment qui se rapproche plus de Barbara, en fait, parce que souvent on me met moi sur un piédestal et on dit que c'est moi qui ai développé l'Afrique, mais il faut surtout pas oublier que c'est grâce à Barbara. C'est pas parce qu'aujourd'hui c'est ma femme, mais en fait au début, on a vécu 5 ans ensemble sans être mariés, et en fait c'était notre collaboration qui a déterminé, qui a fait développer les différents pays. Donc bon, la France, oui, mais c'est parce que je suis français. Mais en France, il y a presque rien. Quand on fait une présentation, c'est juste à Paris, et c'est toujours un peu les mêmes. Et d'ailleurs, il y a une chose très amusante, c'est que quand je fais des présentations à Paris, bizarrement, ce sont des Sénégalais, des Mauritaniens, des Ivoiriens qui viennent aux présentations. Donc finalement, on se rend compte que c'est pas vraiment le français, quoi. Ce sont les Africains. Vous pouvez donner les conseils suivants. N'ayez pas peur d'ouvrir les frontières. Un pays spécifique avec une mentalité différente peut être perçu comme un tremplin, comme une chance de mieux communiquer, de faire la connaissance des gens qui vous permettront d'ouvrir de nouveaux chemins et de trouver de nouveaux vecteurs de développement. Ça commence par quelque chose que peut-être certaines personnes ont du mal à prendre en considération. Déjà, ils ne prennent pas ça vraiment pour un job, ils prennent souvent ça pour un amusement. Et moi, je le prends comme vraiment un travail minutieux. Voilà, il faut avoir une certaine discipline de travail.
Et j'ai une discipline de travail qui est proche de la mentalité russe. Nous, en Europe, on a une exactitude de l'heure, on a une exactitude de certaines choses. Moi, j'ai presque même une maladie, ce qu'on appelle la détaïte. Je suis un peu exigeant avec moi-même et avec tout ce qui concerne le marketing. Et je pense que quand on regarde un petit peu, on a des fois du mal à faire accepter aux gens qu'il faut travailler. En fait, c'est assez paradoxal. Les gens aiment gagner de l'argent sans rien faire. Or, moi, je dis, on gagne de l'argent en faisant quelque chose et en travaillant jour et nuit. Alors, je répète parce que on va peut-être arriver tout à l'heure à d'autres questions de ce genre-là, où effectivement les gens me demandent comment est-ce qu'on arrive à faire certaines choses. Il faut travailler. Et ce n'est pas un amusement. On n'est pas là en train de faire un amusement, un jeu. Ce n'est pas un jeu. En fait, c'est du travail tous les jours. Et c'est ça qui amène justement à essayer d'expliquer à ces personnes-là que l'on a besoin de travailler pour arriver à quelque chose. Et par contre, dans certaines mentalités, dans certains pays, c'est un peu difficile. Alors, comment on arrive à traverser les frontières? Eh bien, déjà, j'avais une petite attache au départ avec la Côte d'Ivoire, donc je connaissais déjà certaines personnes en Côte d'Ivoire. Donc, ce qui fait que j'avais déjà été en Côte d'Ivoire, j'avais déjà organisé pour d'autres crowd investing des conférences avec 500 personnes, par exemple, à Abidjan. Et c'est ce qui m'a amené, j'avais une certaine facilité. Après, il y a aussi la langue, bien sûr. Eh bien, pour que nos spectateurs et moi-même puissions mieux comprendre le sujet, dites-moi ce que vous aviez fait au niveau de l'investissement participatif populaire. Que faisiez-vous avant Solar Group? Quelle expérience avez-vous eue? Oui, c'est vrai que j'ai déjà participé à un autre crowd investing auparavant et j'avais donc déjà ce qu'on appelle une structure de partenariat, ce qui a beaucoup facilité les choses. Mais par le passé aussi, j'ai eu l'occasion de faire du marketing de réseau il y a des années en arrière. Et ça n'a pas forcément été une réussite, c'est-à-dire que quand on est jeune, parfois on n'entend pas les choses de la même manière. Je me rappelle, j'étais à une grande conférence avec 400 personnes à Paris à l'époque, j'étais encore jeune, et il y avait là un Américain qui disait sur la scène « N'abandonnez jamais ». Et je n'ai pas entendu cette phrase, mais aujourd'hui elle sonne dans ma tête et je dis aux gens n'abandonnez jamais ce que vous avez démarré parce que le marketing de réseau c'est quelque chose de très fort, c'est quelque chose de très très fort. Simplement, il se trouve que le marketing de réseau est quelque chose qui est exponentiel. Exponentiel, alors, pardon, on va peut-être faire des maths, il y a peut-être des gens qui, pour l'école, c'est un peu loin, mais exponentiel, ça veut dire que ça démarre tout doucement. Et en fait, les gens ont tendance à oublier que il faut persévérer au début, il faut faire beaucoup d'efforts et après subitement ça grimpe comme ça s'appelle ça l'exponentiel, c'est pas linéaire. Alors moi effectivement j'avais cette expérience auparavant d'avoir pu faire déjà du marketing de réseau il y a quelques années en arrière et j'avais beaucoup appris, on apprend beaucoup. C'est comme quand vous faites du porte-à-porte, en fait vous apprenez plein de choses. Si vous faites du porte-à-porte et que vous prenez plein de portes dans la tête, vous apprenez, vous commencez à vous endurcir et vous dites voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça, c'est tout des choses. Vous savez, je dis souvent, on apprend plus d'un échec que de 1000 conseils. Et Barbara, avec qui on a commencé, elle ne connaissait rien dans ce domaine-là. Rien. Hein, Barbara? Oui. Raconte-nous. Auparavant, je connaissais vraiment pas le marketing de réseau. J'étais étudiante encore dans le temps et j'avais plus de contrats avec des gens qui travaillaient dans l'assurance. Je faisais beaucoup le test d'accueil. Voilà, je participais aux événements, j'accueillais les gens, je faisais aussi la mode. J'aimais beaucoup c'est ma passion d'ailleurs. Et c'est grâce à Solar Group que j'ai vraiment connu, grâce à Solar Group et Agile, que j'ai connu ce que c'est que le marketing de réseau, comment il faut investir dans des projets, dans de bons projets. Et vraiment, ça m'a beaucoup appris. La phrase qui est maintenant devenue très populaire et que je ne peux pas oublier, c'est Gilles qui l'avait dite. Travaillez en retroussant vos manches, même lorsque le premier enthousiasme est passé. Je ne pouvais pas dormir la veille. Puis ni Google ni Yandex ne m'ont aidé. Je connais l'étymologie de l'expression « retrousser les manches » en russe. Nous avions des nobles qui avaient des manches à la mode jusqu'au sol. Et naturellement, avec de telles manches, vous ne pouvez rien faire. En France, sûrement, c'est un peu différent. Que signifie littéralement la phrase que vous dites en français? D'où vient-elle? Quelle est son origine?
L'origine de la phrase, j'en sais rien, mais en tout cas, je vois une chose, c'est que c'était, je crois, en 2019 ou 2020, mais je pense que c'était plutôt 2019 lors d'une conférence de Solar Group ici à Moscou. J'ai fait une démonstration sur scène où j'expliquais aux partenaires, parce que beaucoup de gens, beaucoup de partenaires du monde parlent toujours de l'écologie, des moteurs électriques, de tout ça. Et moi, je suis un peu axé sur le partenariat. Et j'ai voulu leur montrer qu'effectivement, il fallait faire des efforts dans la vie, que en fait, le partenariat, ça ne tombe pas tout cul du ciel. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut travailler. Et pour l'exprimer de façon visuelle, j'ai retrouché mes manches sur la scène. D'ailleurs, je vois qu'aujourd'hui encore, et même toi, Julia, là, tu me parles de ça, mais on m'en a encore parlé il y a quelques jours. Tout le monde me parle encore de ça. En fait, c'est un peu la référence maintenant quand on me voit ici en Russie. On se rappelle toujours que j'ai dit qu'il fallait se relever les manches. Mais bien évidemment, je suis prêt à retrouver aussi cette vidéo pour expliquer. Alors d'où vient l'expression en France, je ne sais pas. Toujours est-il que moi, je l'ai utilisée pour expliquer et exprimer aux partenaires qui étaient présents dans cette conférence qu'il fallait travailler. Et c'est ce que je dis toujours. Et je le dis encore parce qu'en fait, beaucoup de gens pensent qu'il faut dormir et que l'argent tombe du ciel. Genre, je vais me reposer dans un hamac au fond d'un jardin et je ne fais rien et je gagne ma vie. Ce n'est pas possible. Il faut justement se retrousser les manches de telle manière à travailler chaque jour. Et c'est vraiment très important. Et encore, je me rappelle au Cameroun, nous étions allés avec Barbara, et il y avait un monsieur qui était là d'un certain âge, et moi j'étais sur mon ordinateur toute la journée, il était là à côté, il nous regardait, et au bout d'un moment il nous dit, mais tu es un peu fou toi, hein, tu es toujours sur ton ordinateur, hein, tu crois que nous les Camerounais, on est capable de travailler comme ça? Je dis, il faut le faire, parce que c'est comme ça que vous allez réussir. Partagez vos émotions d'il y a 7 ans, s'il vous plaît. Je parle du lancement du projet des moteurs du Yunov. Y avait-il de la peur? Y avait-il un sentiment que vous preniez un risque? Aujourd'hui, votre commentaire peut devenir une inspiration pour beaucoup et apaiser en quelque sorte les peurs personnelles, répondre à certaines questions et aider à franchir cette ligne pour rejoindre le projet. Déjà, il faut dire une chose, c'est que il faut savoir prendre des risques dans la vie. Les gens qui vont au travail et qui pensent qu'ils ont un travail à vie, même les fonctionnaires, aujourd'hui, ça n'existe plus. Il faut se rendre compte de la réalité, des risques, il y en a partout. Et moi, je le dis souvent aux Africains, où il y a beaucoup de trafic avec des motos et des voitures qui sont dans des rues pas très sécurisantes. Eh bien, je leur dis des fois, traverser la rue là chez vous, là, c'est peut-être plus dangereux que d'investir dans les projets de Solar Group, parce que vous ne vous rendez pas compte que le risque est absolument partout. Alors on peut parler du risque, oui, pour investir. Mais quel est le risque finalement? Parce que nous proposons des choses qui sont absolument intéressantes. On peut commencer à investir mois par mois, donc mensuellement commencer à payer un pack. Et on peut se rendre compte de l'évolution du projet. Et si vraiment ça ne convient pas, ben on peut à la rigueur s'arrêter. Bon, bien sûr, c'est pas le bon conseil qu'il faut donner là. Il faut aller jusqu'au bout parce que bien sûr il y a une majorité des parts qui sont payées à la fin du pack. Mais le risque il est partout. Mais si vous commencez pas un jour à prendre un risque, eh bien vous ne ferez jamais rien. En fait, vous restez dans vos 4 murs. C'est un peu comme moi. Pour revenir sur la question précédente, si j'étais resté dans mes 4 murs en France, et que si je n'étais pas sorti, eh bien, je n'aurais jamais rencontré quelqu'un. C'est comme rencontrer une femme. Eh bien, si vous ne sortez pas, et il n'y en a jamais aucune qui est venue vous sonner à la porte. Moi, je suis sorti et j'ai rencontré Barbara. C'est un peu la même chose. C'est un risque qu'on prend. On prend un risque, mais il est des fois mesuré. Et moi, je pense qu'il faut savoir prendre des risques. Ils sont minimes, les mensualités sont minimes. On peut commencer petit. Moi aussi, j'ai commencé avec un petit pack. Et après, j'ai augmenté parce que la confiance est venue. On a vu l'évolution, on a vu la construction du bâtiment, etc., etc. Donc vraiment, je pense qu'il faut juste avoir la vision. Au fait, qu'avez-vous vu dans Solar Group? Pourquoi avez-vous cru en Solar Group? Je crois que le déclic s'est peut-être aussi fait à partir du moment où j'ai rencontré la direction, parce que j'avais un certain savoir-faire et
Je pense que c'est une histoire de confiance qui s'est installée entre moi et la direction lorsque je les ai rencontrés en février 2019. Je voulais montrer qu'il y avait du potentiel et j'étais prêt à m'investir moi-même. Alors je dis souvent m'investir. Et ça, c'est un mot très important. Parce que on parle des fois d'investir, investir de l'argent, mais moi je parle de s'investir soi-même. Et je pense que c'est le fait de s'investir dans quelque chose et de dire je vais le faire. On veut relever un défi en quelque sorte. Mais que moi, parfois, je n'aime pas trop dire que je vais relever des défis. En fait, c'est presque un peu naturel. J'aime pas trop. En fait, je relève des défis, mais pour moi, c'est pas très difficile en fait, entre guillemets. C'est justement peut-être cette facilité qui fait que j'arrive à avancer dans ce domaine-là. Avez-vous réussi à visiter la ZES Technopolis Moscou? Est-ce que le BTEI Sovelmash existe vraiment? Alors c'est une bonne question parce que je voudrais préciser que effectivement Barbara a été la première femme noire à fouler le sol du BTEI. Nous étions là en février 2022, il faisait froid et nous avons encore marché sur le sable. Il n'y avait encore pas le béton qui avait été mis au sol. On était là dans la construction et on a ramené des images en Afrique où Barbara et moi-même étions dessus. Et oui, je pense que ça a aussi révélé une certaine vérité. Il faut préciser que Barbara est donc béninoise et que les Béninois, c'est un peu ce que nous on appelle des saint Thomas, c'est-à-dire qu'ils aiment bien voir et toucher pour croire. Et là, c'est une vraie béninoise qui a été voir et toucher le BTEI. Et je pense que ça a été vraiment aussi une révélation pour nos amis africains en général, hein, parce que la première femme noire qui a été vraiment sur le chantier du BTEI, ça a été Barbara. Grâce à Barbara, vous avez pu montrer et même faire croire à tous nos partenaires et investisseurs africains que le BTEI existait. Voici ma question à Barbara. C'est ça, c'est ça. L'émotion c'était grand d'avoir vu le chantier qui évoluait tous les jours et vraiment ça suscitait beaucoup d'engouement du côté de l'Afrique. Tout le monde a apprécié et beaucoup de gens ont cru encore plus au projet grâce à moi. Grâce à ma présence sur le bâtiment. Parce que nous sommes déjà revenus plusieurs fois. Barbara, ça fait déjà 5 fois qu'elle vient. Moi, ça fait 7 fois. Moi, j'ai vu le terrain, même avant, quand il y avait que les arbres. et quand on parlait encore d'un terrain vague où on allait peut-être construire quelque chose, et aujourd'hui on a ce bâtiment qui est là. Nous avons visité le BTEI en février avec beaucoup de matériel à l'intérieur où il y avait encore les tuyaux qui étaient là pour la construction. Non mais en fait on revient régulièrement et régulièrement on revisite le BTEI, donc en fait c'est un peu notre maison aujourd'hui. Eh bien, nous avons déjà parlé du fait que pour votre couple, les frontières de l'État ne sont pas des frontières, pas des obstacles au développement des affaires. Allons expliquer non seulement, peut-être, à nos collègues de l'étranger, mais aussi à nos collègues qui vivent en Russie. Qu'est-ce que cela signifie d'ouvrir une représentation nationale? Comment peut-on ouvrir une représentation? Eh bien, par exemple, nos collègues russophones en Arménie, en Transnistrie, au Kazakhstan, nous n'allons pas énumérer tous les pays qui parlent russe. La question est claire. Quelles sont les étapes que la personne doit passer pour ouvrir une représentation? Il faut trouver une personne de confiance. C'est un ressenti qu'on peut avoir. Moi, j'ai ce ressenti. J'ai souvent trouvé des personnes qui étaient des personnes clés dans les pays. Alors, c'est pas facile à trouver parce que, en fait, il faut vraiment ressentir la personne et se dire cette personne-là peut mener le pays. Et c'est un peu ce qu'on a fait. On avait nommé à un moment donné des vice-partenaires nationaux dans les pays, lorsque j'étais partenaire national de différents pays. C'était justement des personnes de confiance qui ont une bonne mentalité pour ce business-là.
C'est la clé, en fait. Il faut trouver la bonne personne. C'est vrai que des fois, on ne trouve pas tout de suite. On va peut-être chercher, on va tatillonner, on va trouver une personne et une autre personne. Ce qu'on cherche, c'est une régularité. Si la personne est sérieuse et fait de la régularité à faire des présentations physiques, par exemple, parce que le côté physique est très important dans certains pays, eh bien là, on commence à voir que la personne a vraiment un intérêt, qu'elle veut vraiment faire quelque chose. On a besoin d'avoir quelqu'un sur qui on peut se baser. Et ça, c'est peut-être un ressenti que l'on doit avoir. Et c'est peut-être ce qui fait que j'ai réussi à mettre des gens en place qui nous aident et qui font partie des gens qui ont développé des structures dans les différents pays et qui sont un peu des références aussi. Il n'y a pas que moi. Parce que des fois, on me met un peu sur un piédestal, mais il ne faut pas oublier non plus que c'est des gens qui sont dans les différents pays qui font aussi le travail. Et donc, on a besoin de trouver quelqu'un qui puisse tenir la route, comme on dit. Et voilà, bon, j'avoue que c'est pas toujours facile à trouver. Mais il y a des gens qui sont volontaires et quand on les pousse un peu, qu'on essaie d'être derrière eux, qu'on les aide, là, ça va. Quelles sont les étapes spécifiques? Que dois-je faire au niveau juridique? Qu'est-ce qu'une personne qui veut ouvrir une représentation dans un autre pays doit faire? Quelles sont les étapes concrètes? Il y a toujours cet aspect où les gens sont souvent à la recherche de titres. Mais ils veulent des titres juste pour avoir le titre. Et surtout ne rien faire derrière. Ça, c'est un autre aspect de la question. Il y a les gens qui, effectivement, vont vouloir faire quelque chose et qui vont réellement le faire. Qu'est-ce que j'appelle de faire quelque chose? En fait, organiser des présentations physiques, par exemple, et dire je vais le faire, mais je vais le faire régulièrement chaque mois, et sans faille, et sans dire ah ben non, ce mois-ci ça va pas parce que ceci, parce que cela. C'est vraiment cette régularité que moi je recherche. Et quand je vois que les gens ont vraiment cette régularité et qu'en plus ils évoluent, parce qu'ils organisent quelque chose, ils voient d'autres personnes, et en fait ça les stimule eux-mêmes. Mais c'est vraiment le début de trouver quelqu'un. Là, par exemple, on est en train de chercher dans un pays des nouvelles personnes. Parfois, je les connais pas vraiment bien, mais ce que je cherche, c'est vraiment cette régularité où on voit que les gens ont envie de faire quelque chose. C'est vraiment ça la clé. Alors, sur l'aspect juridique, il se trouve que chez Solar Group, nous pouvons avoir des représentants. Il y a même une rubrique, un document téléchargeable dans le back-office qui effectivement parle de l'aspect juridique, où les représentants donc de Solar Group n'ont pas spécifiquement, à part peut-être s'enregistrer en tant que registre du commerce dans leur propre pays et de déclarer leurs revenus, mais bon, ça c'est partout. Eh bien, c'est cet aspect-là juridique qui est peut-être à mettre en place, mais en dehors de cela, il ne faut pas oublier non plus que nous vendons des parts de SARL, donc de sociétés à responsabilité limitée, et que nous ne vendons pas de valeurs mobilières. Et dans ce cadre, on n'a pas besoin d'avoir des autorisations particulières. Bon, bien sûr, chacun, lorsqu'il gagne de l'argent dans la vie, doit se déclarer, payer ses impôts, etc. Mais ça, c'est individuel. Mais ça, c'est répondre à l'aspect juridique. Mais c'est surtout la volonté de vouloir faire quelque chose qui est importante. Et cette volonté n'est pas innée dans les gens. Il faut des fois trouver la personne justement qui va vouloir faire vraiment quelque chose, et c'est important, cette régularité. Et aussi, après il y a l'aspect marketing, mais ça on peut l'apprendre aux gens. Faire attention aux photos, faire attention au marketing. Moi je fais toujours attention au marketing, moi je suis toujours, on a des couleurs, c'est bleu et blanc, moi je suis toujours bleu et blanc, et j'ai mes logos, et je fais attention à tout ça parce que c'est l'image de la société. Il y a un autre aspect très important que tu viens de soulever, Julia, c'est vraiment très important, c'est que les gens aillent dans leur back-office. Effectivement, rentrer dans son compte, ça permet aussi de découvrir beaucoup de choses. Les gens n'osent des fois pas cliquer. Et moi, je m'amuse des fois à leur dire, mais lorsque tu prends ton smartphone et que tu cliques là, est-ce que tu crois qu'il y a un crocodile qui va sortir ? Eh ben, en fait, c'est un peu ça. C'est les gens ont des fois peur d'aller dans leur back-office. Pourtant, il y a une mine d'or là-dedans. Il y a même des formations. La formation, elle est même gratuite. Et je pense que par le fait qu'elle soit gratuite, les gens ne vont pas, même pas la regarder. En fait, si elle était payante, si elle coûtait beaucoup d'argent, cette formation, les gens, ils iraient. Ils paieraient et puis ils iraient la voir. Or, cette formation est très importante. Ensuite, nous avons des documents dans ce back-office. Nous avons de nombreux documents. Les gens, des fois, nous demandent sur les réseaux, à moi et à Barbara, tu peux m'envoyer la liste de ceci, tu peux m'envoyer le document de cela. Mais en fait, ils sont paresseux d'aller dans le back-office. Mais si les gens allaient chaque jour, comme nous,
ou comme moi, 20 fois dans son back-office, il verrait plein de choses et il pourrait avancer 3 fois plus vite. Je voulais vous poser la question. Quel livre concernant le marketing pouvez-vous me conseiller? Il s'avère que le site web ou le back-office Solar Group peuvent être suffisants au moins pour le démarrage? Suffisant peut-être pas, parce qu'il faut quand même essayer d'avoir quelques petites notions. Le marketing, c'est des choses qui peuvent s'apprendre en dehors. Souvent, les gens ils posent des questions. Comment on s'inscrit à cela? Comment on fait ceci? Comment on fait cela? Mais aujourd'hui, on a sur YouTube tellement de tutoriels qui sont là pour les gens. Mais en fait, les gens ne les regardent même pas, en fait. Et comment on fait ceci? Bah, regarde, moi, si je sais pas quelque chose, je tape sur Google ou sur Yandex. Et je mets, bien sûr, la question et j'ai des réponses qui me sont données, mais les gens n'osent pas. Enfin, il y a peut-être aussi cette fraction numérique qui fait que les gens n'accèdent pas forcément à tout ce qui est aujourd'hui possible. Maintenant, aujourd'hui, on a également l'intelligence artificielle qui est quelque chose d'important et où les gens peuvent apprendre beaucoup plus de choses, même utiliser cette intelligence artificielle. Moi, je vois des gens au Bénin là qui commencent ou dans d'autres pays qui commencent vraiment à utiliser l'intelligence artificielle. Je pense que ça aussi, ça peut servir. Non, il n'y a pas que le back-office, il y a aussi l'expérience professionnelle qu'on peut avoir. Bon, d'autres fois, il faut savoir quand même qu'en Afrique, on a 60% de gens qui ont moins de 25 ans. Donc, est-ce qu'ils ont beaucoup d'expérience professionnelle pour certaines choses? C'est peut-être pas tellement évident. Moi, je fais du son, je fais de la vidéo, je fais du graphisme, je fais plein de choses. Mais en fait, bien sûr, c'est des choses qui ont pu s'apprendre au fil du temps et bien sûr avec l'expérience de la vie et du travail que l'on a pu exercer. Moi, j'ai fait plein de métiers. J'étais pizzaiolo, j'étais directeur de station de radio, j'ai fait des formations à Paris, à l'INA. Bon, j'ai fait plein de choses dans ma vie. Donc, forcément, il y a peut-être un petit peu d'expérience qui ressort là. Mais en dehors de ça, aujourd'hui, on peut apprendre facilement. On peut apprendre facilement et gratuitement. Mais c'est une question de volonté. Pourtant, on comprend tous que Gilles est déjà ambassadeur. Il a ce statut. Je peux supposer que ce soit son assistante qui fait beaucoup de travail. Parce que l'ambassadeur est plutôt représentant, non? Il est plutôt le visage. Et ses mains, c'est Barbara, n'est-ce pas? Quelle est la chose la plus difficile à faire? La partie la plus dure du travail, bon, déjà, c'est de répondre jour et nuit à tous les clients parce que ils te posent des questions, il faut répondre, il faut les satisfaire, il faut partager les informations. Je partage dans plusieurs groupes, au moins 15 à 20 groupes WhatsApp. Donc, je ne manque pas d'informations concernant le projet, que ce soit moteur du Nouveau ou d'autres, ou le dirigeable. Donc, c'est un travail, c'est un travail. Quels outils ont été les plus efficaces pour attirer les investisseurs? Quelles sont vos meilleures techniques d'attraction? Alors, je pense que là, c'est une question un peu compliquée, j'avoue. Un top 3 des méthodes qui ont vraiment marché. Je pense que chez nous, en Afrique, je peux dire chez nous en Afrique parce que ça fait 5 ans que j'y suis. Je pense que c'est les présentations physiques. On a besoin de ce contact. Il se trouve qu'en France, par exemple, les gens se cachent derrière leur ordinateur. Quand il y a eu le Covid, tout le monde est resté à la maison. Nous, on est sortis. Il y a encore ce contact où les gens se voient régulièrement. Ça, c'est vraiment un impact fort. Et même si je peux donner encore un conseil par rapport à ça, je pense que c'est un des impacts les plus importants. C'est ce côté relationnel des gens. C'est plutôt le top one des conseils vraiment de rencontrer les gens, de les voir physiquement, c'est vraiment quelque chose de très important. Ensuite, le top 3, bon après c'est la persévérance. La persévérance, ça c'est quelque chose de très important. Et c'est quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas. La persévérance, ils trébuchent, mais ils tombent, mais ils ne se relèvent pas.
Combien de fois j'ai dit aux gens, si vous tombez quand vous êtes tombé de bicyclette, quand vous avez appris à rouler à vélo quand vous étiez petit, est-ce que quand vous êtes tombé la première fois, est-ce que vous êtes jamais remonté sur le vélo? Bon, peut-être il y a des gens qui sont jamais remontés, mais en fait c'est un peu systématique. Les gens ils contactent une personne, deux personnes, les personnes disent non, 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 non. Moi aussi j'ai eu des gens qui m'ont dit non, 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 et puis un jour il y a une dame, elle a mis $20,000, j'ai gagné $1,000 en une journée, en 5 minutes. Mais si je n'avais pas persévéré à chercher la 10e, la 11e, la 12e personne, eh bien il n'y aurait rien eu. Donc la persévérance, je pense que c'est voilà. Et puis ensuite il y a la régularité. Voilà, ça c'est la régularité, c'est vraiment quelque chose d'important aussi. Parce que justement, cette régularité, c'est quelque chose qui manque malheureusement à nos amis africains. Ils ont un peu du mal avec la régularité. Bon, si je peux leur donner vraiment ce conseil-là, c'est... Voilà. Donc, il y a tout ça qui joue. Je pense que là, c'est vraiment trois choses importantes. Et toi, Barbara, qu'est-ce que tu dis? Trois choses importantes, là, j'en ai déjà donné pas mal. Oui, la persévérance, voilà, la persévérance, faut jamais lâcher, faut toujours continuer, jour et nuit, toujours partager l'information, et il faut pas baisser les bras, il faut toujours continuer. Et la régularité, comme tu as dit, il faut toujours continuer sur les mêmes pas, il faut pas lâcher, voilà. Comment vos gains ont-ils changé depuis la première année, depuis le début du projet des moteurs Duyunov, depuis la création de la première ligne des investisseurs jusqu'à ce jour? Vous êtes dans le projet depuis 6 ans. Bien sûr, il y a une évolution. C'est logique, il y a une évolution. Je pense qu'on fait aussi des efforts dans la vie pour pouvoir avoir un statut meilleur et avoir une rémunération supplémentaire. Il ne faut juste pas oublier une chose, c'est que ça se fait crescendo. En fait, beaucoup de gens pensent qu'il suffit d'un titre et de l'argent va avec. En fait, je continue à répéter qu'il y a un travail derrière. Nous, avec Barbara, nous nous occupons beaucoup de la communication. Nous communiquons beaucoup, nous partageons beaucoup les informations de Solar Group. Qu'elles soient lues ou pas lues, nous les partageons constamment. Des fois, il y a 5, 6 annonces par jour, mais nous sommes toujours là à un rythme effréné parfois de faire des publications. Et bien sûr, le revenu est en rapport avec ce que nous faisons, mais j'insiste sur le fait que ça ne tombe pas du ciel. Souvent, les gens veulent avoir un titre. Voilà, moi je suis maintenant ambassadeur, mais ça s'est pas fait en 2 minutes. Ça fait maintenant combien? Ça fait plus de 5 ans que je travaille depuis 2018. Voilà, depuis 2018, donc ça fait même 6 ans. Que je travaille avec Solar Group. Donc c'est en 6 ans qu'on arrive à faire devenir ambassadeur. C'est pas on claque dans les doigts et puis je deviens ambassadeur et j'ai un titre et je gagne de l'argent. C'est pas comme ça. Ça a vraiment évolué petit à petit. Voilà, on a les commissions, bien sûr, de partenariat. Ça aussi, c'est des fois une incompréhension. C'est un petit peu bête parce que les gens pourraient avoir 10 fois leur salaire. Ils pourraient avoir 10 fois leur salaire en Afrique. Mais en fait, ils sont bloqués. C'est peut-être la peur, justement, de l'échec, le risque, etc. En fait, ils n'osent pas faire le pas. Il faut franchir le pas. Il faut prendre des risques. Il faut avancer. Et je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Et tout le monde ne sait pas le faire. Tout le monde n'y arrivera pas. Parce qu'il y a encore ces gens qui pensent que on demande un titre et puis on a le titre et puis on a l'argent qui va avec. C'est pas vraiment ça. Il faut vraiment y aller tout doucement. Et encore, je rappellerai une chose que j'ai déjà dite tout à l'heure, c'est que chez nous c'est exponentiel. C'est-à-dire qu'au début, on gagne peut-être pas grand-chose, on rame même, et ensuite, pof, 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 et ça monte ça monte en flèche. Et ça, c'est une grande différence du marketing de réseau. Et ça, c'est parce que la structure elle évolue. Voilà, on se retrouve avec des milliers de gens qui sont là derrière nous, et avec des tas de gens qui nous contactent toute la journée à avoir des questions, et comment on fait ci, et comment on fait ça. Il faut déjà commencer par le début, comprendre déjà ce que l'on fait. Il y en a qui ne comprennent pas, hein. Donc voilà, on essaie de leur expliquer parce qu'ils sont nouveaux. Il y en a qui ça fait peur, mais il ne faut pas que ça fasse peur. C'est la persévérance, encore une fois, qui fait qu'on arrive. Et oui, il y a une évolution pour aujourd'hui. J'ai eu la chance, et
j'ai remercié la direction de Solar Group, c'est que nous avons été gratifiés par un chauffeur, une jolie voiture pendant notre séjour. Ça nous fait très plaisir. On est vraiment très contents. Bon, moi, par contre, on me met souvent sur un piédestal et on me dit, ah, bah tiens, toi, t'as fait ci, toi, t'as fait ça. Des fois, il faut rester un peu humble. Moi, je dis pas toujours qu'il faut me mettre sur un piédestal parce qu'en fait, c'est pas forcément moi qui fais tout le travail. Il y a aussi tous les autres gens qui sont là dans la structure et qui font tellement de choses. Bon, d'accord, je fais un certain nombre de choses, mais je reste quelqu'un de simple. Faut pas. Des fois, oui, oh, tu fais ceci. Oh, bah oui, t'es ceci. Oh, t'es ambassadeur. Comment on m'a dit ce matin encore comment a dit notre ami Excellence. Oh, je n'aime pas. Je n'aime pas. C'est comme le jour où on a sorti le titre de président. Donc, il y a un statut de président dans Solar Group. Et ce statut de président, je l'ai obtenu le jour où il y avait commencé à y avoir les élections en France. Mais j'avais horreur de ce nom-là, président. J'aime pas. On a fait des comparaisons avec notre ami Macron, c'est pas moi. Donc, enfin, je veux pas qu'on fasse le mot président là. J'avoue que ça me plaît pas. Bon, aujourd'hui, pour être ambassadeur, il faut forcément être président. Donc, je suis déjà 5 fois président. Mais ça, encore une fois, c'est une question de travail régulier de tous les jours. Voilà un petit peu ce que je peux dire. On veut des chiffres. Nous voulons au moins une fourchette de chiffres. Votre première année chez Solar Group. Le plus mauvais mois et le mois le plus efficace. L'année 2024 se terminera dans quelques jours. Quel est le chiffre le plus bas et le chiffre le plus impressionnant? Dans la vie, il y a toujours des hauts et des bas. Il y a des différences qui peuvent survenir lorsque, par exemple, on a un changement d'étape. Là, souvent, il y a des mois qui sont plus forts que d'autres. Cette année encore, nous avons un changement d'étape qui se profile. Et souvent, le mois de juin ou le mois de décembre sont des mois qui sont plus propices. Maintenant, on ne sait pas toujours quels sont les facteurs. Parce que des fois, les gens, ils sont un peu bizarres. Il y en a, ils ont aussi beaucoup d'excuses des fois. Hein. Alors, un coup c'est Noël, après c'est Nouvel An, après c'est la Saint-Valentin, après c'est Pâques, après c'est les grandes vacances. Enfin bon, j'avoue que c'est un peu français, hein, tout ce que je dis là. Mais je dirais que oui, il y a des hauts et des bas, mais il faut faire avec. Des fois, on ne sait pas très bien qu'est-ce qui pourrait vraiment motiver les gens à un moment donné. Bon, peut-être les promotions que nous faisons, ou peut-être un événement particulier qui a eu lieu, une construction qui s'est finie, un agrément qui a été reçu. Bon, il y a plein de facteurs qui peuvent jouer. Voilà. Et puis ensuite, il y a peut-être la motivation des gens. Peut-être que s'ils gagnent plus d'argent, ça les motive plus, je ne sais pas. Enfin, on n'a pas toujours vraiment les facteurs qui pourraient nous expliquer pourquoi il y a plus ou pourquoi il y a moins. Encore une fois, je pars sur une histoire de régularité, que si on voit l'évolution de Solar Group, on se rend compte que pendant, par exemple, la période du Covid, Solar Group a fait beaucoup plus de chiffres. Puis on voit que d'année en année, le chiffre d'affaires de Solar Group augmente, souvent il est doublé, il est presque même triplé. Donc, je pense que c'est aussi parce qu'on a de plus en plus de gens, on a quand même plus d'un demi-million de personnes qui sont inscrites, même s'il n'y a pas autant d'investisseurs, mais on voit quand même une évolution dans le nombre d'investisseurs au bout d'un certain temps. On voit aussi le nombre de parts qui sont vendues, hein, on n'est pas loin de 60 milliards de parts de vendus, c'est pas rien. Je pense que voilà, c'est tout un ensemble de choses. Et c'est aussi le fait que, oui, on devient de plus en plus populaire, et puis une réussite qui est là maintenant, quand on va avoir encore en plus des dividendes dans un an ou un peu plus, de la part de Sovelma. Je pense que là aussi, ça doit encore donner un essor supplémentaire. Voilà, quels sont les facteurs réels? On ne sait pas toujours. Toujours est-il que les statistiques de Solar Group sont plutôt bonnes. C'est une bonne société, c'est une société sérieuse et c'est une société qui paye, parce que ça aussi c'est important. Cet aspect où on peut retirer l'argent, bonus que les gens gagnent, et c'est important de le dire, parce que des fois ils pensent qu'on utilise juste l'argent pour réinvestir. Non, non, non. On peut retirer l'argent et on peut vivre avec. Et ça aussi, c'est peut-être un aspect que trop peu de gens connaissent et que j'aimerais que les gens, surtout en Afrique, aient l'occasion de découvrir qu'on peut retirer l'argent, on peut gagner plus que leur propre salaire. Et ça aussi, ça pourrait être une motivation pour augmenter les statistiques. Combien en moyenne vos partenaires gagnent-ils par mois?
Et la deuxième question, quel était le plus grand montant qui a été attiré dans le projet? Là, je pense que je vais caler sur la question parce que c'est très variable. Il y a vraiment des gens qui gagnent plus et qui retirent beaucoup d'argent. Moi, je sais que il y a des gens, ils gagnent entre, bon, en francs CFA, entre 1 et 5 millions de francs CFA, mais c'est vraiment pour les gens qui ont des grosses structures. Bon, je parle en francs CFA, ça peut faire quoi? Ça peut faire 6 000, 7 000 dollars par mois. Bon, pour un Africain, c'est énormément d'argent, quoi. Bon, attention, il n'y a pas beaucoup de gens qui gagnent cette somme-là. Voilà. Mais si les gens gagnent, il y a un phénomène, c'est que les Africains n'ont pas beaucoup de revenus. Donc, dès que vous dépassez les 100 dollars, c'est déjà beaucoup d'argent. Et je pense que là, on est sur un seuil un petit peu moins élevé que ce que nous, on pourrait penser, qu'il y a bon, des salaires plus élevés dans les différents pays, mais on a plus de charges aussi. Donc, voilà. Mais je pense que voilà, la statistique en elle-même, je pense que c'est plutôt à Solar Group qu'il faut demander, parce qu'on a aussi des statistiques qui varient. Moi, je fais plutôt des statistiques au jour le jour pour essayer de voir où j'en suis, si les chiffres évoluent, si c'est bien, parce que moi aussi, je suis tenu de faire certains efforts au niveau des investissements qui doivent se faire en tant qu'ambassadeur, mais en fait, je n'ai pas spécifiquement toutes les statistiques en tête de la société, et ça, il faudrait plutôt demander à notre ami Sergueï Shevchenko, qui lui pourra sortir toute une panoplie de statistiques. D'ailleurs, il y a une grande différence aussi, c'est que je le dis souvent, alors je ne sais pas si c'est bien de le dire ou pas, mais enfin, je suis quelqu'un d'assez transparent. En fait, Solar Group ne nous voit souvent qu'à travers des statistiques. Or, il n'y a pas que les statistiques, il y a aussi le côté humain. Et il y a ce qui se passe sur le terrain, il y a l'engouement des gens, il y a la passion, voilà, et il y a aussi les conflits, parce que ça aussi, ça existe. Mais en fait, toutes ces choses-là ne sont pas perçues par Moscou. Ce qui est perçu, c'est uniquement les statistiques. Et c'est un peu dommage, mais bien qu'on essaye de faire comprendre, nous qui sommes sur le terrain, comment ça peut fonctionner. Mais il n'y a pas que cet aspect statistique, il y a aussi l'aspect humain, et je pense qu'il faut pas l'oublier. Vous avez également prononcé une autre belle phrase qui est devenue populaire. Trouvez 5 champions dans votre structure et aidez-les à grandir. Premièrement, qu'est-ce que cela signifie? Deuxièmement, qui sont les champions? Troisièmement, comment les aider? C'est une très bonne question. Merci, Yulia, de l'avoir posée. Il se trouve que on réussit en faisant... Dans le marketing de réseau, il y a un principe, c'est qu'on réussit en aidant les gens à réussir. On a deux choix. Soit on inscrit les gens tous en dessous de soi et on gagne 15%. Mais en fait, ça va pas très loin. En fait, si vous voulez grimper en statut, parce que nous avons des statuts, c'est comme une carrière, en fait, chez nous. Sauf que la différence, c'est que chez nous, la carrière, c'est 2 ans, 3 ans, 5 ans, alors que les gens qui vont travailler, la carrière, c'est 30 ans. Donc, la carrière chez nous, c'est quoi? C'est les statuts que nous avons. Et pour pouvoir grimper dans les statuts, eh bien, il est important de travailler ce qu'on n'a pas la largeur, mais de travailler la profondeur. C'est en tout cas mon conseil. C'est un choix, hein. Il y a des gens qui font que la largeur, mais en fait, c'est un peu ne pas voir plus loin que le bout de son nez. Et en fait, ensuite, moi, j'ai choisi de grimper en statut. Parce que par expérience, dans une autre affaire précédente, justement, j'ai fait une erreur stratégique. Et j'ai appris de l'échec, enfin, c'est pas vraiment un échec, mais j'ai appris de quelque chose où j'ai pas réussi à avancer. Et j'ai construit autrement ma structure à la base. J'ai construit ma structure de telle façon à faire des cadeaux, à offrir des filleuls à d'autres personnes de telle manière à ce qu'elles-mêmes puissent monter en statut. Ce qui m'a permis aussi de monter en statut. Et en fait, je vois qu'aujourd'hui, c'est une stratégie qui est particulièrement bien payée parce que quand on arrive à être président, ça veut dire déjà qu'on a au moins déjà 5 experts dans sa structure.
Donc, et ensuite, il faut garder, parce que tous les 6 mois, bien sûr, il y a la possibilité de perdre. Moi aussi, j'ai perdu un jour le statut de président dans la structure, et ensuite, vous devez avoir un investissement de 10 000 dollars, plus un nouvel expert. Oui, je l'ai eu, donc du coup, j'en ai 6. Mais c'est quelque chose qui est encore une fois pas très facile à faire. Mais c'est une stratégie. Et cette stratégie, vraiment, je la conseille. Aider les autres. Et à ce moment-là, vous allez avoir beaucoup plus de retours positifs. Parce que déjà, quand vous allez aider les gens, ils vont être ravis, ils vont avoir une certaine reconnaissance. Alors, pardon, je cherche pas toujours la reconnaissance, je reviens sur le fait que j'aime pas qu'on me mette sur un piédestal. Mais en fait, cette reconnaissance, elle vient aussi par le biais de l'argent qu'on gagne. Parce que si on a plus de statut, on a des gains plus élevés. Donc, en fait, tout est lié. Et ça, c'est vraiment le conseil que je peux donner. Le 30 décembre, le projet des moteurs du Yunov passera à l'étape finale. Je pense que toute l'attention sera ensuite tournée vers un nouveau projet dont la mise en œuvre est supervisée par Solar Group. Il s'agit des dirigeables de nouvelle génération. Envisagez-vous de travailler avec ce projet? Et si oui, comment? Avec quelle stratégie? Plutôt pas en largeur, mais en profondeur? Comment allez-vous encourager vos experts? Comment voulez-vous aider vos champions? Oui, cela m'intéresse beaucoup. Et encore une fois, il y a de la stratégie. C'est la stratégie qui fait qu'à un moment donné, on arrive à évoluer aussi. La stratégie est d'utiliser à l'occasion du pré-lancement pour pouvoir investir dans les dirigeables de nouvelle génération, parce que en période de pré-lancement, on a le double de parts. Imaginez si il y avait eu des gens, moi qui suis rentré à l'étape 5 sur le projet des moteurs du Yunov, eh bien j'ai raté l'étape 1, 2, 3, 4, 5, voilà, enfin en 5e j'y suis, mais aujourd'hui, on a des gens qui disent « Ah ben, si j'avais pu investir à cette époque-là » et là maintenant ils sont réticents, ils disent « Ah oui, oh, ben, je veux d'abord finir mon pack de Sovelmash et après je vais voir pour les dirigeables. » Non mais vous n'avez pas vraiment compris. Alors, pour répondre à la question « Est-ce que je me suis déjà intéressé ?» Je me suis doublement, triplement intéressé. Déjà, il se trouve que Barbara et moi-même, nous avons été faire un tour de dirigeable en Allemagne à Friedrichshafen avec Pavel et Ivan Butschbach d'Allemagne. Et déjà, c'est aussi une motivation de pouvoir voir et de toucher et voir pour croire, effectivement. Mais c'est pas la seule motivation. La motivation, c'est effectivement le nombre de parts qu'il peut y avoir à l'étape de pré-lancement. Et pour répondre à la question sans donner de chiffres très précis, je suis aujourd'hui au club 100. Voilà, les gens savent ce que ça représente d'être au club 100. Je suis au club 100, donc dans les dirigeables. Oui, je m'y intéresse même de très près et j'ai beaucoup investi déjà. Et je pense que les gens devraient investir maintenant. Parce qu'on peut payer des packs sur 30 mois, 40 mois, 50 mois. Et puis d'ailleurs, à propos, je pense que je vais encore faire un petit upgrade dans quelques temps parce que ce serait dommage de laisser passer encore des choses comme ça. Un pack de 50 000 dollars ou 100 000 dollars, voilà, c'est très bien. Voilà. Après, bon, bien sûr, il faut pouvoir suivre derrière, mais quand on a une belle structure, quand on a effectivement un peu plus de moyens, ben, on peut se permettre un petit peu plus. Mais rien n'empêche les gens de commencer petit. Aujourd'hui, on a un pack de 1000 dollars sur 20 mois. Ça représente quasiment la même chose de dépenses que les gens qui ont acheté un pack de 500 dollars sur le projet Sovelmash, parce que c'est la même somme que les gens peuvent dépenser. Et ensuite, il y a l'évolution, il y a la structure, il y a le partenariat. Souvent, les gens ils disent « Oui, mais moi, j'ai pas d'argent, j'aimerais bien faire comme toi, mais je n'ai pas d'argent. » Mais fais du partenariat. C'est pas les dividendes que tu vas attendre qui vont te rapporter tellement d'argent. Le dividende, ça va être dans le temps et les gens vont pouvoir garder les actions dans le temps. Il y a Warren Buffett, qui est un éminent milliardaire, qui a dit « Si tu n'es pas prêt à attendre 10 ans pour bénéficier de quelque chose de correct, n'investis pas dans des sociétés par action. » Je pense que ce conseil est vraiment très bon. Mais les gens pensent des fois que investir des petites sommes de 100 dollars va les rendre riches. C'est faux. Il faut investir beaucoup. Et pour pouvoir investir beaucoup, il faut de la stratégie. Je reviens sur ce que j'ai dit. Donc, il faut essayer d'investir aujourd'hui dans les dirigeables, sachant que c'est forcément quelque chose. Et tous les jours, Fedor Konstantinov
Turchinov nous explique avec Pavel quel est le potentiel de ces dirigeables. Et franchement dit, nous qui avons été en Allemagne, un vol ça coûte cher. Un vol ne serait-ce que touristique, c'est entre 500 et 800 $. Un vol pour une personne, c'est énorme, c'est beaucoup d'argent. C'est-à-dire que ces sociétés qui exploitent des dirigeables comme ça gagnent vraiment de l'argent. Et ça, à l'avenir, ça va avoir des bons retours sur investissement. Et vraiment, il faut que les gens prennent conscience et prennent de la stratégie à investir maintenant, parce que à l'étape 1, qui est toute proche, hein, eh bien, ça va être divisé par 2 et là, ils vont pleurer. Je vais vous demander vos impressions sur votre vol sur le dirigeable. Et je pense que ce sera la fin parfaite de notre conversation d'aujourd'hui. Parlons du potentiel des dirigeables. Le dirigeable est quelque chose de très doux. En fait, la comparaison avec un avion qui a une grande force et où on peut d'ailleurs pas mettre la main dehors ou la tête dehors. Là, sur un dirigeable, on n'est pas très haut. On a quelque chose comme 300 mètres d'altitude et on peut sortir l'appareil photo. On a d'ailleurs fait l'une ou l'autre vidéo dans ce sens. Il y a cet aspect, je dirais, oui, de douceur. Ça, c'est vraiment la différence avec un avion qui a besoin de cette force pour monter, alors que là, c'est la poussée d'Archimède qui fait que le ballon, si on ne touche plus, on met plus de moteur, ben en fait, il commence à monter. Voilà, c'est le principe du dirigeable. Les impressions sont intéressantes parce que on voit un peu la différence qu'il peut y avoir, l'application qui peut se faire. Ce côté touristique est très intéressant parce que on voit que les dirigeables peuvent aussi parcourir les continents, traverser par exemple l'Atlantique. On sait que voilà, nous on a volé sur un dirigeable d'une marque de pneus par exemple et qui était marqué en très grand dessus. Et l'hôtesse nous a expliqué que de temps en temps, la direction de cette société demande à aller à Paris, de traverser différents pays pour des vols pour ses clients. Et là aussi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Le ressentir, c'est vrai que c'est quelque chose qui est difficilement explicable. Je pense qu'il faut à un moment donné mettre les pieds dedans et se rendre compte que c'est quelque chose de complètement différent. Le potentiel quant à lui-même des dirigeables, je pense qu'il est vraiment très important parce que les applications sont multiples. Là, on ne parle que du tourisme et on voit surtout le profit qu'il peut y avoir par rapport au tourisme. Donc voilà, c'est vraiment très simple. Un dirigeable, moi, je pense que je n'avais pas vu les choses comme ça auparavant. C'est une sensation qu'il faut ressentir et voir pour pouvoir se mettre dedans. Et toi, Barbara, quel a été ton ressenti lorsqu'on a fait ce vol en dirigeable c'est vrai que c'était sympa. Oui, c'était sympa et je dis encore merci à Solar Group parce que auparavant je ne savais même pas ce que c'est qu'un dirigeable. Je n'ai jamais vu un dirigeable et grâce à Solar Group, j'ai pu voir un dirigeable. Je suis rentrée dedans. On a fait un tour de dirigeable pendant 45 minutes. Vraiment, c'était fantastique. J'ai pu me lever dans un dirigeable, faire des vidéos, des photos. C'était impressionnant. C'était vraiment impressionnant. C'est vrai, on a vu plusieurs pays parce que nous étions au-dessus du lac de Constance, donc on a également survolé l'eau. On a vu l'île Maino, l'île aux fleurs. On a vu également l'Autriche, les montagnes autrichiennes. On a vu la Suisse, bien sûr l'Allemagne, le lac de Constance étant le plus grand lac en Allemagne. Et cette petite balade comme ça dans les airs, de faire des images qu'on n'aurait pas eu l'occasion de faire autrement, eh bien c'est super, parce que dans un avion, il y a le hublot. Mais là, on a pu sortir l'appareil photo à travers carrément la vitre, parce qu'on a mis on pouvait mettre la main dehors, c'était ouvert. C'est vrai que c'est assez impressionnant. On se dit, ah bon, on peut faire ça? Voilà, c'est un petit peu les sensations. Alors bien sûr, il peut y en avoir beaucoup d'autres, mais je pense qu'il faut le vivre. J'ai eu un plaisir fantastique à discuter avec vous aujourd'hui. Eh bien, afin de prouver à tous nos spectateurs que le statut d'ambassadeur existe, nous avons une preuve physique. Vous pouvez maintenant la montrer à tous. Je pense que ce sera la principale motivation pour vos partenaires, pour ceux qui commencent leur activité de partenariat.
Voici le certificat. Eh bien, alors dites-moi, s'il vous plaît, quels sont les avantages qu'un partenaire de ce niveau obtient? Le bonus, je l'ai indiqué, en fait, il n'y a pas que, il n'y a pas que de bonus, pas de bonus particulier, à part le travail à effectuer et l'objectif à réaliser. Notre bonus à nous, ça a été le cadeau offert par notre très cher directeur général Sergueï Semyonov, à savoir une petite balade en Rolls-Royce, durant notre séjour avec un chauffeur qu'on a gentiment mis à notre disposition. Et puis nous avons également eu l'occasion d'aller faire un petit tour à Sochi, pendant 3 jours, où nous avons visité notamment la datcha de Staline. Nous avons été au Sky Park, on a fait pas mal de petites choses, on a fait du téléphérique. Et c'est vrai que c'est aussi un petit peu de loisir en quelque sorte pendant 2 jours, mais que nous on n'est pas trop loisir, hein. Nous c'est toujours travail, et même si on est en vacances, on a toujours beaucoup de choses à faire, on essaye d'être toujours présent. C'est aussi cette constance qu'il faut toujours. Et sur ce document ici, nous voyons que je suis le premier ambassadeur. C'est écrit premier ambassadeur. Et d'ailleurs, j'ai reçu une médaille où c'était marqué 1, donc premier. C'est vrai que c'est assez intéressant de voir que je suis toujours le premier à tester quelque chose. Déjà, j'ai le cobaye heureux. Celui qui teste les choses en premier, mais ça fait vraiment premier à avoir été partenaire national de la France, premier à avoir créé des vice-partenaires nationaux, premier à être ambassadeur, etc. Et j'en passe, c'est des meilleurs. Bon, c'est pas moi, hein, je veux dire, c'est aussi le sérieux je dirais la confiance que la société Solar Group met en moi, qui fait qu'on arrive aussi à avancer. Je pense que c'est réciproque. Il y a toujours cette constance à avoir et toujours ce sérieux à avoir et de coller à ce que l'on fait. Nous, on adore ce qu'on fait, en fait. Je pense qu'il y a cette passion aussi. Il y a la passion. Si on n'a pas la passion, on peut pas non plus arriver à faire ce genre de choses. Maintenant, les gens posent des questions, et même lorsque j'ai eu cette nomination, on m'a dit, mais comment tu fais? En fait, comment je fais? Je leur dis aux gens, travaillez jour et nuit comme moi, et peut-être que vous arriverez à devenir ambassadeur. Bon, ça fait plaisir d'être ambassadeur, de représenter la marque aujourd'hui. Est-ce que c'est un mérite? Peut-être. Ça, c'est pas à moi de le dire, c'est à la compagnie de le dire. En tout cas, c'est eux qui ont décerné ce titre d'ambassadeur. Merci à Solar Group et merci de la confiance. Je vous souhaite plein de succès et, grâce à vos succès, viendra la prospérité des projets Solar Group. J'espère que ce n'est pas la dernière fois que nous nous verrons. Merci. Merci beaucoup, Yulia. J'ai remarqué que tu as beaucoup de fois souri à mes réponses. Je pense que tu as eu plaisir aussi à entendre ce qu'on avait à dire. Merci encore une fois pour cette invitation à venir à ce podcast. Je pense que ça peut être utile pour tout le monde et je pense que tu as pris autant de plaisir que nous à partager ces informations. Да, спасибо. Oui, merci. Oui, merci. Спасибо. Спасибо большое. Merci beaucoup.